Donc, on a ici deux plaques qui appartiennent à un ensemble de 21 plaques qui nous ont été données par un couple de collectionneurs américains, M. Carroll et Mme Dwyer. Et ces plaques constituent l'épitaphe d'un haut dignitaire du royaume du Choson. Et on a donc sur ces plaques de porcelaine une longue inscription réalisée au brin de fer sous couverte, à l'oxyde de fer, qui va rappeler la biographie du défunt. Et ces plaques sont les témoins d'un goût particulier d'une aristocratie lettrée qui va prendre le pouvoir à l'époque du Choson. Cette aristocratie lettrée est réputée pour un goût un peu austère, rustique même parfois, et dont on voit la trace ici dans l'irrégularité des plaques de porcelaine, dans également la teinte un peu verdâtre de la couverte de la porcelaine. Mais ce qui est le plus important pour elle, c'est le texte qui est présent ici, puisque ce texte est en fait la biographie du défunt, et c'est d'autant plus important que cette aristocratie lettrée qui se vit un peu sur le modèle de la Chine par certains aspects, n'est pas uniquement recrutée sur examen, mais va être sur concours, mais va être en fait recrutée en partie de son ascendance. On a des clans qui vont diriger de manière alternative la Corée, et dans ce cadre-là, le lignage prend une importance prédominante. Et il faut appartenir à un bon lignage pour avoir des bons postes. Et la mise en forme de la biographie des défunts permet en fait d'inscrire le défunt dans le lignage antérieur, mais aussi d'inscrire la postérité dans un lignage dont le prestige est rehaussé par la biographie de ce défunt qui a été un défunt important. Et donc vous voyez ici la biographie du défunt, et vous avez à droite l'ensemble fait 21 plaques qui est indiqué, et vous avez en haut à gauche le numéro de la plaque dans l'ensemble des 21 plaques. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir les mettre dans l'ordre, dans la tombe, les poser les unes sur les autres en une ou plusieurs piles en fonction du nombre de plaques. Et ensuite, ces plaques, une fois qu'elles sont réalisées, vont être placées dans la tombe où elles vont accompagner le défunt et lui servir quasiment d'identité dans l'au-delà. Et on voit d'ailleurs qu'elles ont été placées dans la tombe puisqu'on a un certain nombre de concrétions liées à des infiltrations d'humidité qu'on va retrouver au dos de la plupart de ces plaques. Et ici, on a quelque chose qui est un peu inhabituel sur ces plaques, qui renforce l'aspect un peu austère esthétiquement de ces plaques, c'est le fait qu'elles sont réalisées à l'oxyde de fer et non pas au bleu de cobalt. Et pourquoi sont-elles réalisées à l'oxyde de fer? Tout simplement parce que la Corée subit des invasions japonaises dans les années 1590, puis des invasions mandchoues dans les années 1620-1630, et ces invasions vont couper la Corée de ses chaînes d'approvisionnement en bleu de cobalt qui vient de pays extérieurs à la Corée. Et elle va donc, dans les années 1630-1640, pendant un court moment, remplacer le bleu de cobalt par l'oxyde de fer sous couverte. Et c'est de cela dont on va parler dans le nouveau parcours, puisqu'on va placer ces deux plaques dans une vitrine consacrée à la dissémination de la technique du bleu et blanc hors de Chine dans les pays limitrophes, Vietnam, Japon et Corée. Et on montrera à travers ces plaques comment ces pays s'approprient ces techniques, mais sont aussi capables de les adapter lorsqu'ils sont confrontés soit à des différences de goût esthétique, soit à des contraintes matérielles qui les obligent à trouver d'autres solutions techniques, ce qui est le cas ici.